bonsoir. À la une de cette édition, la guerre commerciale lancée par Trump semble tourner au duel Pékin-Washington et redessine les rivalités internationales. Nous reviendrons ensuite sur le feuilleton politico-judiciaire roumain, alors que l'identité du candidat pro-européen devant figurer au second tour face au candidat populiste est toujours incertaine. Et enfin, Renaud de Bourleuf reviendra avec Fabien Bouglet sur la programmation pluriannuelle de l'énergie du gouvernement. Empire contre empire, les États-Unis et la Chine ont engagé un bras de fer depuis l'annonce de l'explosion des droits de douane par Donald Trump, un affrontement qui pourrait bouleverser les équilibres mondiaux qui avaient cours jusqu'à présent. Taxe contre taxe, début avril 2025, Donald Trump a annoncé porter les droits de douane à 145% sur les produits chinois, et cela dans la politique de réindustrialisation et de réduction des déficits commerciaux américains. En réponse, Pékin a riposté en augmentant ses propres surtaxes à 125% sur les importations américaines, dénonçant une violation grave des règles du commerce international et une tentative d'intimidation unilatérale. Cette escalade a transformé le commerce bilatéral en un champ de bataille où chaque partie cherche à infliger le maximum de dommages à l'autre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À ces niveaux de taxation, les produits échangés entre les deux premières économies mondiales deviennent prohibitifs. Aux États-Unis, le prix d'un jouet, d'un composant électronique ou d'un vêtement chinois peut doubler, voire tripler, pesant lourdement sur le pouvoir d'achat des consommateurs. En Chine, des produits agricoles comme le soja ou le maïs américain, ainsi que les voitures, deviennent des luxes inaccessibles pour beaucoup. Cette situation pousse les consommateurs des deux côtés à se tourner vers des alternatives locales, accélérant un découplage économique qui semblait jusqu'alors très hypothétique. À Pékin, des citoyens interrogés par les médias internationaux affirment déjà privilégier des marques nationales comme Xiaomi, reléguant les iPhones à un usage professionnel ou marginal. Mais cette guerre commerciale ne se limite pas à une joute économique, elle revêt une dimension politique et stratégique. Pour Xi Jinping, qui reste discret mais orchestre une riposte méthodique, céder aux pressions américaines équivaudrait à une perte de légitimité pour le Parti communiste chinois. Parallèlement, Donald Trump brandit des tarifs comme une arme pour galvaniser sa base électorale, promettant de ramener des emplois aux États-Unis. Pourtant, cette stratégie n'est pas sans risque. Les marchés financiers, secoués par l'instabilité, ont connu des chutes spectaculaires et des voix s'élèvent, y compris parmi les républicains, pour dénoncer une politique qui pourrait précipiter une récession. Si à long terme la démarche pourrait permettre la réindustrialisation du pays, elle se paiera à court terme pour les Américains. L'onde de choc de ce conflit affecte le reste du monde. En Asie, les bourses plongent tandis que le dollar chute face à l'euro, reflétant une perte de confiance dans la politique économique américaine. Même Hollywood n'est pas épargné. Pékin a en effet annoncé une réduction modérée de la diffusion de films américains, une mesure symbolique visant à limiter l'influence culturelle des États-Unis. Dans ce chaos, l'Union européenne et la France se retrouvent dans une position délicate. L'UE, bien que tentée de résister à ce qu'elle perçoit comme une coercition américaine, manque d'unité et de moyens pour s'imposer comme une troisième voie. Emmanuel Macron a qualifié la trêve de 90 jours annoncée par Donald Trump de pause fragile, appelant à mobiliser tous les leviers disponibles pour protéger les intérêts européens. Pourtant, face à la menace d'un afflux de produits chinois détournés du marché américain, Bruxelles envisage des contre-mesures comme taxer les géants américains de la tech, une option qui risque d'aggraver les tensions transatlantiques et qui de plus ne permettra en rien aux États membres de l'UE de se réindustrialiser. En réalité, l'UE et la France risquent de redevenir, une fois de plus, les supplétifs de Washington. L'Europe, contrainte de s'aligner sur les priorités américaines pour éviter des représailles économiques, pourrait sacrifier ses propres ambitions d'autonomie stratégique. Ce suivisme, dicté par la crainte de perdre l'accès au marché américain, illustre la difficulté pour l'Europe et ses États membres de s'émanciper dans un monde polarisé par le duel sino-américain au niveau commercial, alors que le vieux continent est déjà relégué au second plan dans les négociations ayant trait à la guerre en Ukraine, qui se déroule pourtant sur son propre sol. Europe à présent et direction la Roumanie avec Nicolas de Lamberterie qui revient sur les dernières actualités de la campagne électorale à Bucarest. Malgré les manipulations sans précédent dans l'histoire européenne d'après-guerre de l'élection présidentielle roumaine, cette dernière continue de réserver tout son lot de surprises et de coups bas. Pour rappel, en décembre dernier, la première élection présidentielle avait été annulée en catastrophe juste avant le second tour. Puis, en mars, le favori du scrutin, le patriote Călin Georgescu, qui aurait déjà dû l'emporter en décembre, a purement et simplement été interdit de se présenter à la nouvelle élection.
Il fait depuis lors face à diverses persécutions judiciaires et est resté pour l'instant silencieux. Désormais, le candidat de rechange pour les Patriotes s'appelle George Simeon, étant donné que les deux autres candidats de cette tendance, le désormais célèbre Georgescu, mais aussi l'eurodéputée Diana Chochwaka, ont vu leur candidature refusée. Nombreux estiment que le plan de départ du système était de laisser figurer au second tour George Simeon, où il serait battu selon un scénario de type Le Pen-Chirac ou Le Pen-Macron. Le projet du système en place à Bucarest fin 2024, c'était d'organiser l'équivalent roumain d'une présidentielle Le Pen-Macron ou Le Pen-X. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a fallu, au tout dernier moment, dans un mouvement de panique, annuler ces présidentielles de 2024 parce que, une fois en possession des résultats du premier tour, on s'est rendu compte que ce n'était pas les poulains attendus. Alors maintenant, en mai, on va rejouer ce match de manière profondément anticonstitutionnelle, inutile de le dire. Et vu de loin, on pourrait avoir l'impression que cette fois-ci, le système devrait pouvoir obtenir le fameux second tour fasciste-antifasciste dont il avait envie dès 2024, avec donc George Simeon à la tête du parti AUR dans le rôle qui serait en France celui de Marine Le Pen, face à... Alors, on ne sait pas trop, mais a priori, ça devrait être... soit l'actuel maire de Bucarest, Nicu Jordan, soit l'outsider de ce scrutin, qui est, disons, le populiste, voire souverainiste de gauche, Victor Ponta, issu du Parti social-démocrate, mais qui en a été exclu. Au rayon des retournements de situation, signalons tout d'abord qu'Antonescu, le candidat soutenu par la nouvelle coalition gouvernementale, qui regroupe quasiment tous les partis pro-européens, à l'exception des ultra-européistes de l'USR, est très loin dans les sondages, qu'en dépit du soutien officiel de la plupart des partis du système, en réalité nombreux sont ceux qui en sous-main soutiennent d'autres candidats, étant donné les chances modestes d'Antonescu d'arriver au second tour. Vient ensuite le psychodrame autour de la candidate ultra-européiste Elena Lasconi, qui figurait au second tour de l'élection présidentielle 2024 annulée, et qui vient à 3 semaines de l'élection de se faire officiellement lâcher par son parti, l'USR, qui a exigé son retrait de l'élection et a coupé tous les financements de sa campagne, et soutient désormais le maire de Bucarest, Nicu Jordan. Ce dernier est le candidat systémique qui a le plus de chances de figurer au second tour et de gagner face au populiste George Simeon, d'où les nombreux revirements en sa faveur. Mais ces revirements sont tellement grossiers que désormais il n'est pas certain qu'il fera le plein de voix souhaité, en particulier au second tour. Vient enfin l'outsider populiste de gauche, Victor Ponta, ancien Premier ministre de 2012 à 2015, qui tente sa chance et agit en coulisses pour obtenir un soutien plus ou moins affirmé de l'administration présidentielle américaine. Si Ponta sortait vainqueur surprise du scrutin, il pourrait bien reprendre une politique populiste de gauche, comme l'ancien Premier ministre roumain Liviu Dragnea, qui avait toutefois fini par être jeté en prison à la fin des années 2010. Moi, en fait, au cours de la petite semaine que j'ai passée jusqu'à avant-hier à Bucarest, parlant à des leaders politiques, à des professionnels des médias et de la politique, mais aussi à des gens dans la rue, à des chauffeurs de taxi, l'impression qu'ils m'ont un peu tous laissé, y compris des électeurs du camp, entre guillemets, pro-européen. L'impression qu'ils m'ont laissé, c'est que les Roumains, au bout de bientôt 6 mois de magouille, justement commencent à en avoir vraiment assez du byzantinisme, vraiment assez des manigances. Et ça pourrait peut-être nous réserver des surprises à l'issue de ces élections de mai. En effet, le risque pour le système roumain, c'est qu'à force d'avoir lassé et usé l'opinion publique et l'électorat, c'est que la mobilisation de type pro-européen ou antifa ne soit pas au rendez-vous, et que cela profite à George Simeon, même si ce dernier présente un profil moins solide et moins rassembleur que celui qu'avait Călin Georgescu. Car, faut-il le rappeler, l'enjeu éternel de tout scrutin électoral pour un candidat, ce n'est pas seulement de convaincre des électeurs éloignés de ses idées de voter pour soi, mais d'abord et avant tout de surmobiliser son propre électorat et d'assurer que personne, parmi les électeurs sensibles à sa cause, ne reste à la maison le dimanche du vote.
Or, à force de magouilles et de trahison, il est bien probable que le candidat plus ou moins systémique qui ferait face au candidat populiste de droite Georges Simeone ne fasse pas le plein de voix le dimanche du second tour. Ce qui donnerait des chances réelles au populiste Simeone de coiffer tout le monde au poteau le soir du second tour. Une chose semble acquise, l'interminable feuilleton de la présidentielle roumaine n'a pas fini de nous réserver des surprises. Si rien ne change d'ici là, l'élection aura lieu les 4 et 18 mai prochains. Mais même de cela, on ne saurait être certain. Le gouvernement patauge pour fixer la ligne énergétique du pays. Nucléaire, éolien, manque de vision à long terme, la programmation pluriannuelle de l'énergie est brouillonne. Renaud de Bourleuf. L'alerte est lancée sur l'amateurisme du gouvernement en matière de politique énergétique. Mardi, l'Académie des sciences a publié un avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe la feuille de route énergétique de la France pour les 10 prochaines années. Rappelons que cette programmation doit être fixée par un décret qui sera adopté après un débat sans vote à l'Assemblée nationale le 26 avril et au Sénat le 6 mai. L'Académie des sciences tire à la sonnette d'alarme. Des contradictions sont pointées concernant les chiffres et les objectifs, avec des incohérences sur l'estimation de la consommation dans les années à venir. Il est même question de prévisions irréalistes. De plus, le sujet semble avoir été traité avec une telle légèreté qu'il n'y a pas eu de travail de mise en cohérence des contributions des différents services. L'Académie affirme que le texte, je cite, n'a pas le niveau de rigueur attendu d'une production des services de l'État. L'avis rendu par l'Académie des sciences est un nouvel appel à stopper cette programmation pluriannuelle de l'énergie mal préparée. L'expert en politique énergétique Fabien Bouglet a déjà alerté sur la gravité de la situation. Le 1er avril de la semaine dernière, j'ai réuni avec 4 sénateurs et 4 spécialistes de l'énergie une conférence de presse organisée avec le concours du sénateur Vincent Louault pour alerter le gouvernement qu'il fallait d'urgence stopper la programmation pluriannuelle de l'énergie, entamer un débat parlementaire et prévoir la réunion d'un grand consortium de spécialistes de l'énergie pour entrevoir la politique énergétique des 50 prochaines années, sachant que la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est rédigée a été rédigée dans l'ancien monde avec des paradigmes d'il y a 4 ans et depuis il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu l'élection de Donald Trump, le sabotage de Nord Stream, ce qui fait que cette programmation est totalement obsolète et surtout conduit la France dans le mur avec une explosion des factures d'électricité, multiplication par 2, 300 milliards d'euros de dépenses inutiles et surtout multiplication des éoliennes terrestres par 2, multiplication des éoliennes en mer par 50 et multiplication des panneaux solaires par 4 ou 5 pour une électricité intermittente et dont la rentabilité est dérisoire et surtout qui est prioritaire dans le réseau par rapport au nucléaire français. Donc tout ça déstabilise fortement notre système énergétique et si nous continuons ainsi, nous allons tout droit dans le mur. Les choix énergétiques sont faits sur la base de tâtonnements, favoriser tantôt le nucléaire, tantôt les énergies éoliennes, tantôt le solaire. Une ligne floue qui s'illustre par l'attitude d'Emmanuel Macron vantant le nucléaire, après avoir entériné la fermeture de la centrale de Fessenheim, confirmant un choix idéologique de son prédécesseur François Hollande. Des tâtonnements qui contribuent à expliquer l'absence de vision claire de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le problème de notre vision énergétique, c'est qu'elle doit être envisagée à très long terme, comme l'ont fait les pères fondateurs du nucléaire français, et en particulier le Premier ministre Messmer, qui en 1974 a lancé le plan Messmer, qui conduira à la construction de 58 réacteurs nucléaires au moment où justement la France dépendait de ses importations de pétrole et au moment du choc pétrolier de 1973. En réalité, depuis 20 ans, notre système électrique, qui était un système cohérent basé sur le nucléaire et les barrages hydroélectriques, avec un petit peu de gaz ou de pétrole pour les pics de consommation, a été totalement détruit par le lobbying des écolos fascistes qui veulent détruire notre système en complicité avec les Allemands qui ne supportent pas la compétitivité du nucléaire français. Et donc, de ce fait, par des accords politiciens de coin de table, nous avons des hommes politiques comme François Hollande, Dominique Voynet et d'autres encore ont détruit le système électrique français dans une logique de court-termisme, alors qu'on a vraiment besoin d'une logique long terme.
Une absence de vision qui va se répercuter aussi bien sur les factures des particuliers que sur le fonctionnement des entreprises. Vous avez deux problèmes liés à ce beau rôle donné aux énergies intermittentes, principalement chinoises, les panneaux solaires et les éoliennes sont chinoises. C'est qu'il y a une priorité de réseau qui fait que quand il y a trop d'électricité éolienne ou panneaux solaires venant de France, mais venant également d'Allemagne, le nucléaire français est obligé de s'effacer. Et tout cela a un coût. Et ensuite, un coût qui se répercute sur la facture d'électricité des Français. Et en outre, cette multiplication des éoliennes subventionnées ainsi que le coût de raccordement, tout cela est évalué à 300 milliards d'euros, a un impact absolument gigantesque sur la facture des Français. C'est pour ça que nous demandons et nous appelons le gouvernement à cesser cette politique insupportable qui détruit la compétitivité industrielle de la France, détruit la rentabilité de nos industries et puis détruit le cadre de vie de nos concitoyens ainsi que leur pouvoir d'achat. Donc on est dans une situation extrêmement grave. Je pense que les gouvernants, moi j'ai vu récemment un conseiller du ministre de l'Énergie, et je pense qu'ils ne réalisent pas la gravité de la situation. Et c'est pour ça qu'on se retrousse les manches avec tous ces dirigeants qui ont dirigé. Je parle d'Henri Proglio, d'André Merlin, l'ancien patron d'RTE. Je parle d'ingénieurs nucléaires, je parle de spécialistes des questions énergétiques. Là, on a eu ce rapport de l'Académie des sciences qui est édifiant. Il est temps que les gouvernants prennent conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça et que ça suffit. Voilà, ça suffit. Nos concitoyens méritent autre chose que cette politique pilotée par l'Allemagne avec ces réseaux d'influence installés au ministère de l'écologie, comme je l'ai dénoncé à plusieurs reprises. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Yaël Braun-Pivet fait échouva à l'envers. La présidente de l'Assemblée nationale a reconnu jeudi avoir eu tort d'évoquer un soutien inconditionnel de la France à Israël le 10 octobre 2023, 3 jours après l'attaque du Hamas. Cette déclaration prononcée au perchoir pour exprimer la totale solidarité nationale avait suscité un tollé, notamment à gauche, chez la France insoumise. L'élu a expliqué que le terme ne reflétait pas sa pensée, précisant que son soutien visait l'existence d'Israël et non son gouvernement. Un peu gênant d'avoir au perchoir une personne qui n'arrive pas à exprimer le fond de sa pensée, d'autant que la principale intéressée vient de publier un livre. Ou peut-être que Mme Braun-Pivet a tout simplement accordé ses violons avec ceux d'Emmanuel Macron qui dit désormais envisager de reconnaître l'existence d'un État palestinien. Pierre Olivier, chef de file de la droite LR lyonnaise, a demandé la mise en retrait du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, après sa garde à vue dans une enquête sur des détournements de fonds publics. Cette pratique, héritée des mandats de Gérard Collomb et Georges Kepenekian, également visés, concernait des emplois à vocation politique. Pierre Olivier dénonce un préjudice financier potentiel pour la ville. Sa demande divise jusque dans son camp. Certains élus LR, comme Béatrice de Montille, la jugent excessive, invoquant, sans trop que l'on sache pourquoi, l'état de droit. L'enquête suit son cours sans mise en examen de Doucet à ce stade. Moins de neige, mais toujours plus d'accidents. L'Académie de médecine s'alarme de la fréquence et de la gravité des collisions entre skieurs qui causent chaque année au moins 1000 accidents, selon le système national d'observation de la sécurité en montagne. Ces chocs, parfois mortels, touchent souvent des débutants, notamment des enfants percutés sur des pistes faciles par des skieurs descendant à grande vitesse. Pour y remédier, l'Académie propose de renforcer la signalisation, rappeler la priorité du skieur d'aval et sensibiliser aux responsabilités légales. Elle recommande aussi une meilleure gestion des pistes et une surveillance accrue pour réguler les comportements dangereux. Le port obligatoire du casque, bien qu'adopté en Italie pour les mineurs, n'est ici pas évoqué. Du porno à consommer sous condition. À partir de vendredi, la loi prétendant empêcher les mineurs d'accéder au contenu pornographique sur Internet est appliquée. Désormais, pour accéder à des contenus dits pour adultes, il faut une photographie de carte d'identité ou une vidéo soumise à un contrôle facial réalisé par une intelligence artificielle. La simple case à cocher pour attester sur l'honneur avoir plus de 18 ans ne suffit plus. Outre le fait que contourner ces nouvelles obligations est possible, le dispositif a déjà des failles. Il y a un vide juridique concernant les sites hébergés dans d'autres pays de l'Union européenne qui pourraient se prévaloir du droit européen et plus précisément de la directive européenne sur le commerce électronique du 8 juin 2000. Alors que plus de 2 millions de personnes de moins de 18 ans seraient exposées à ces images près d'1 heure par mois en moyenne, le dispositif mis en place peine à convaincre. L'actualité internationale en bref. Les Émirats arabes unis ont extradé mercredi 2 individus disposant de la citoyenneté française, recherchés par Paris et remis aux autorités françaises après leur arrestation à Dubaï.
le dénommé Haïté Kim, condamné à 3 ans de prison pour escroquerie à la TVA sur les quotas carbone, et le dénommé Mehdi, suspecté de vol armé avec séquestration, figuraient sur une liste de 27 noms transmise en janvier par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Ce dernier a salué une coopération judiciaire renforcée avec les Émirats, illustrée par ses extraditions rapides, moins d'1 an après leur arrestation. Si les échanges avec Abu Dhabi progressent, les blocages persistent à Dubaï, notamment sur les dossiers de narcotrafiquants, laissant certaines demandes françaises sans suite. Pourtant, dans ces dossiers, les autorités locales ne semblent pas gênées par la barrière de la langue. L'étau se resserre autour du principal opposant d'Erdogan. Ce vendredi, en Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, incarcéré depuis fin mars pour corruption, comparé pour 3 autres affaires. Accusations de menaces proférées contre le procureur général d'Istanbul, affaires concernant des offres publiques d'achat et donations présumées illégales lors de la campagne pour le dernier scrutin municipal. Le CHP, principal parti d'opposition, affirme qu'on veut barrer la route de l'élection présidentielle de 2028 à Ekrem İmamoğlu. Une astuce américaine face à l'immigration clandestine. Selon des informations rapportées jeudi par des médias états-uniens, l'administration Trump pourrait couper les prestations sociales de plus de 6300 clandestins en les déclarant officiellement morts. En effet, le numéro de sécurité sociale est aux États-Unis aussi utile qu'une carte d'identité. Ce document permet de travailler, d'être payé, d'avoir un compte en banque, de louer un logement ou un commerce, ou d'effectuer de nombreuses démarches administratives. C'est ainsi que même des clandestins sans visa ni titre de séjour peuvent, avec un numéro de sécurité sociale, avoir les avantages souhaités. En les déclarant morts, l'administration met fin à leur existence officielle et les pousse ainsi à quitter le pays. L'industrie du meilleur des mondes dysfonctionne. Jeudi, des médias australiens ont rapporté qu'à la suite d'une fécondation in vitro, une femme a donné naissance, sans le savoir, à un bébé qui n'est pas le sien après le transfert du mauvais embryon. La société australienne Monash IVF a présenté ses excuses aux 2 familles concernées. Ce n'est pas la première fois que cette société est mêlée à un problème. En 2024, 700 patients ont dénoncé l'utilisation de tests génétiques inexacts entraînant la destruction d'embryons potentiellement viables. Ce soir, tête à clash et demain, dans le Samedi politique, Élise Blaise reçoit l'économiste Philippe Murer pour évoquer la guerre économique de Donald Trump contre la Chine et la mondialisation. Dimanche, les conversations et Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous.